Bonsoir et bienvenue dans Le Temple endormi. Ce soir, je t'emmène très loin, bien au-delà de notre Terre, au cœur d'un voyage interstellaire où le silence est roi, où les étoiles dansent et où les souvenirs se perdent dans le vide. Tu vas écouter une histoire pour dormir, calme, lente, apaisante, une histoire de galaxies oubliées, de pirates de l'espace et d'un secret ancien caché dans les étoiles. Laisse-toi porter par la voix, par les images que tu construis doucement dans ton esprit. Tu n'as rien à faire, juste respirer, te détendre et peu à peu laisser le sommeil t'envelopper. Lorsque tu te réveilleras, l'histoire sera peut-être terminée, ou peut-être que tu flotteras encore entre deux mondes, au milieu des constellations. Alors, installe-toi confortablement, ferme les yeux et prépare-toi à embarquer à bord d'un vaisseau oublié, vers la constellation interdite. Prologue. Dans le silence infini de l'univers, bien au-delà des étoiles visibles, existe une zone du ciel que l'on ne nomme plus, une constellation effacée, interdite, oubliée de tous. On l'appelait autrefois Kérion. Pendant des millénaires, elle brillait au cœur des premières routes stellaires. Mais un jour, sans guerre ni cri, elle fut rayée de toutes les cartes, effacée des mémoires, et ceux qui osaient en parler disparaissaient. Alors le vide prit sa place, un vide immense, silencieux, interdit. Les navigateurs détournaient leurs regards, les machines brouillaient leurs capteurs et les voyageurs lévitaient, comme si même les étoiles refusaient d'y briller. Mais les secrets ne meurent jamais vraiment dans l'espace. Ils dérivent lentement, comme des morceaux de vérité éparpillés entre les planètes mortes et les stations abandonnées. On raconte qu'un enfant serait né dans une station minière oubliée, avec dans le dos une carte vivante, faite d'encre et de lumière, décrivant un chemin vers la constellation interdite. On raconte qu'un vieux vaisseau pirate, fatigué, craquant de toutes parts, aurait recueilli l'enfant sans nom, et que depuis ce jour, l'équipage vogue dans les confins de la galaxie, suivant une trajectoire que personne d'autre ne voit. On dit qu'ils fuient, on dit qu'ils cherchent, mais la vérité c'est qu'ils entendent l'appel, un appel venu du cœur du néant, là où le ciel respire encore les souvenirs du passé. Et toi, qui écoutes cette histoire, ferme doucement les yeux, laisse les moteurs du vaisseau résonner dans ton esprit, laisse les étoiles glisser lentement autour de toi. Tu es maintenant en route pour Kérion, et cette nuit, le sommeil t'y guidera. Galaxie, chapitre 1, le tatouage vivant. Dans l'ombre bleutée d'un astéroïde creux, flottait une station minière abandonnée, un squelette de métal rongé par le temps, silencieuse, dérivant au ralenti, loin des routes commerciales et des cartes officielles. Elle s'appelait Sigma 5 et il n'y avait plus rien à y exploiter depuis longtemps. Plus de minerais, plus d'énergie, plus de vie, ou du moins c'est ce que tout le monde croyait, car dans les entrailles froides de cette carcasse oubliée, dans un ancien sas pressurisé au système à moitié en panne, vivait un enfant, seul. Il n'avait pas de nom, pas de souvenir clair, rien d'autre que sa respiration, le bruit sourd de l'air recyclé et les craquements du métal ancien qui gémit dans le vide. Il ne savait pas depuis combien de temps il était là, peut-être une année, peut-être 10. Le temps ne s'écoule pas vraiment de la même façon quand on flotte entre les murs d'un monde oublié. Il dormait dans une capsule de survie, se nourrissait des dernières rations et survivait grâce à une vieille IA auxiliaire qui répétait inlassablement « Patient identifié, extraction en attente, protocole 27 activé ». L'enfant n'attendait plus, il observait, et parfois quand il restait nu face au miroir fissuré de la capsule, il voyait son dos, un tatouage étrange, vivace, fait de lignes fines, courbes, étoiles minuscules et symboles anciens. Il avait l'air vivant. Parfois la lumière changeait et le tatouage semblait bouger légèrement, comme s'il respirait avec lui. Il ne savait pas ce que c'était, il ne savait pas qui l'avait marqué, mais il sentait au fond de lui
que ce dessin n'était pas simplement décoratif. Il était une carte, un chemin. Vers quoi? Il l'ignorait encore. Et puis un jour, ils sont arrivés. Le vaisseau s'appelait l'Éclipse, un vieux transporteur de classe pirate, noir comme l'espace entre les étoiles. Son blindage portait les traces de 100 batailles, et sa silhouette difforme rappelait un oiseau aux ailes brisées, rapiécé encore et encore par des mains de fortune. À son bord, une femme aux cheveux blancs comme la glace et au regard plus sombre qu'un trou noir. Aelra Vance, capitaine sans nation, commandante d'un équipage sans drapeau. Elle n'était pas venue chercher l'enfant, elle était venue piller la station, récupérer du métal, des câbles, de l'énergie résiduelle. Un simple arrêt dans une galaxie indifférente. Mais lorsqu'ils ont ouvert la capsule de survie et que la lumière du hangar s'est posée sur le dos de l'enfant, tout a changé. Le silence s'est fait. Même les moteurs ont semblé retenir leur souffle. Le tatouage brillait doucement, comme s'il reconnaissait quelque chose. L'enfant leva les yeux vers la femme, il ne parla pas, mais Aelra, elle, comprit, ou du moins ressentit, une intuition ancienne, celle des pirates, celle des survivants de l'espace qui sentent quand quelque chose est rare, important, dangereux, sacré. Elle ordonna qu'on le prenne avec eux. Et l'Éclipse, dans un grondement d'antigravité fatigué, quitta Sigma 5, emportant à son bord un mystère vivant que personne n'était prêt à comprendre. Dans les jours qui suivirent, l'enfant ne parla presque pas. Il mangeait en silence, observait tout et dormait dans un ancien conteneur aménagé. Aelra lui avait donné un prénom, Néo, comme une promesse, un début, mais elle le surveillait et chaque nuit, elle fixait en secret les enregistrements holographiques de son tatouage. Elle les compara à de vieilles cartes interdites, à des constellations perdues, et elle comprit. La carte menait quelque part, vers un endroit effacé, un endroit qu'elle avait déjà entendu dans les murmures de l'espace, dans les tavernes abandonnées, dans les récits murmurés au creux de l'oreille. Un nom interdit, Kerion. Dans la cabine de pilotage, le navigateur, un ancien moine banni, murmura en voyant les coordonnées tracées sur le tatouage. « Si nous suivons ce chemin, nous entrons dans l'oubli. » Et Aelra répondit sans sourire. « Alors peut-être que c'est là que nous trouverons ce qu'on a tous perdu. » Le vaisseau l'Éclipse mit cap vers les zones mortes. Les moteurs vrombissaient lentement. Les lumières s'éteignaient les unes après les autres. Et dans le silence de l'espace, l'histoire de Néo venait tout juste de commencer. Le vaisseau l'Éclipse n'était pas un endroit accueillant. Ses couloirs étaient étroits, faits de plaques de métal réutilisées. On y entendait sans cesse des grincements de structures, des cliquetis d'anciennes soudures et les respirations mécaniques de systèmes de survie d'un autre âge. L'atmosphère y était lourde, recyclée 1000 fois. Et pourtant, il flottait dans cet air une chaleur étrange, comme un souvenir de foyer oublié. L'équipage était aussi usé que la coque. Ils n'étaient qu'une dizaine, chacun marqué par l'espace, par des guerres dont plus personne ne parlait. Des visages burinés, des regards fatigués, des cicatrices physiques et invisibles. Il y avait Irven, le mécanicien borgne, qui parlait au moteur comme à un vieil ami. Scylla, la timonière, dont les doigts dansaient sur les commandes, comme sur un instrument de musique. Et puis Mor, l'ancien moine cartographe, celui qui parlait aux étoiles et les regardait comme s'il les connaissait personnellement. Tous en silence observaient l'enfant. Néo ne parlait toujours pas. Il se déplaçait dans le vaisseau comme un fantôme curieux. Il semblait ne pas craindre les ombres ni les bruits. Il s'asseyait parfois près des hublots et contemplait les champs d'astéroïdes, les planètes mortes, les traînées de gaz violet qui striaient le vide. Mais ce qui intriguait surtout l'équipage, c'était le tatouage. Il ne restait jamais figé. Chaque nuit, lorsque Néo dormait, les lignes changeaient légèrement. Elles pulsaient, comme si le dessin réagissait au mouvement du vaisseau, comme s'il corrigeait la trajectoire en silence. Mor fut le premier à le dire à voix haute, « Ce n'est pas une carte, c'est une boussole vivante. » Et cela glaça la pièce entière. Une nuit, alors que tout l'équipage dormait, Néo se réveilla en sursaut. Un son, comme un appel sourd,
lointain, venait de résonner dans sa tête. Il se leva, pieds nus sur le sol froid, et marcha jusqu'à la baie d'observation, au sommet du vaisseau. Devant lui, le vide, infini, mais au loin, à peine perceptible, un point de lumière bleue semblait l'appeler. Il posa sa main contre la vitre et, comme s'il répondait à une mémoire ancienne, son tatouage s'illumina d'un éclat doux, diffus, apaisant. Des symboles apparurent en filigrane comme un langage oublié. Il ne savait pas les lire, mais il comprenait. Quelque chose là-bas l'attendait, quelque chose de vieux, quelque chose de beau. La capitaine Aelra, silencieuse dans l'ombre du poste de commandement, avait tout vu. Elle observait l'enfant depuis un intercom désactivé. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit une émotion inconnue. Elle, la pirate, elle, la survivante, elle, l'errante sans cause. Elle ressentit de l'espoir, pas pour elle, mais pour lui, et peut-être pour la galaxie tout entière. Le lendemain, elle fit annoncer le cap à l'équipage. Ils partiraient vers les zones mortes, ils quitteraient les couloirs connus, et ils iraient vers la constellation effacée. Certains protestèrent, mais aucun ne quitta le vaisseau, car tous, même s'ils ne le disaient pas, avaient vu la lumière sur le dos de l'enfant, et tous, au fond d'eux, avaient ressenti l'appel. Galaxie, chapitre 2, fuite de la station Sigma, 5. Le silence de l'espace est trompeur. On croit qu'il est paix, mais souvent il est simplement attente. Un jour après leur départ de Sigma 5, l'éclipse fut repérée. Le signal de la station minière, pourtant éteinte depuis des années, avait brièvement scintillé quand la capsule de Néo fut ouverte. Un simple clignotement, un souffle de vie électronique suffisant pour alerter ceux qui surveillaient l'invisible. À l'autre bout du bras d'Orion, un vaisseau de reconnaissance appartenant à l'ordre céleste reçut cette pulsation, et quelque chose, dans la matrice de données, réveilla un protocole ancien, priorité alpha. Il savait, la constellation Quérion avait reparu, et il savait qu'il devait l'étouffer à nouveau. Pendant ce temps, dans l'éclipse, l'équipage n'avait pas encore conscience de la menace. Néo passait ses journées avec Mor, le vieux moine devenu navigateur. Il lui montrait des cartes oubliées, lui faisait sentir des parchemins d'étoiles gravés à la main, comme si l'espace était quelque chose qu'on pouvait toucher. Il ne parlait pas beaucoup, mais il partageait le silence. Mor disait que les étoiles avaient une mémoire, et que parfois elles murmuraient à ceux qui savaient écouter. Néo écoutait, et parfois ses yeux devenaient lointains, comme s'il entendait quelque chose que même Mor ne pouvait percevoir. La capitaine Aelra, elle, se refermait. Dans sa cabine, elle compulsait d'anciens rapports militaires, des données interdites, des fragments de code d'accès. Elle savait que ce qu'il transportait était bien plus qu'un enfant. Elle savait que ce tatouage était une clé, et les clés attirent toujours ceux qui ont des chaînes. Alors elle fit accélérer l'éclipse. Elle changea de trajectoire, plongeant dans un ancien couloir de navigation désaffecté, un tunnel d'énergie instable que peu osaient encore emprunter. Mais c'était trop tard. Dans le vide noir, une silhouette apparut, longue, fine, menaçante, un vaisseau de l'ordre. Il n'émettait pas de signal, pas de lumière, pas de voix, mais leur présence était une certitude, le genre de silence qu'on ne peut pas ignorer. Aelra donna l'ordre. Chauffez les propulseurs, éteignez les signatures. On ne se bat pas, pas ici. Irven, le mécanicien, pesta en silence. Mor ferma les yeux, et Néo leva lentement la tête. Il murmura une phrase, la première depuis des jours. « Ils veulent m'éteindre ». Sa voix était calme, pas effrayée, juste lucide. Aelra le regarda, les mâchoires serrées. Elle n'avait pas besoin de confirmation. Le vaisseau de l'ordre avait déjà verrouillé ses capteurs. S'ensuivit une course lente, comme une chasse dans les profondeurs d'un océan galactique. Pas de tir, pas d'explosion, seulement les pulsations gravitationnelles d'un vaisseau tentant de se faufiler, et d'un autre, plus froid, plus grand,
qui suivaient inlassablement. Ils plongèrent dans une nébuleuse de fer rouge où les capteurs se brouillaient, où les moteurs haletaient, où les étoiles disparaissaient. L'éclipse vibrait de toutes parts. Des étincelles jaillissaient dans la salle des machines. L'équipage retenait son souffle. Et Néo, au cœur du chaos, s'adossa contre une paroi, ferma les yeux et murmura « Tourne vers l'ombre, suis la faille ». Mort l'entendit, il réagit sans réfléchir. Il modifia la trajectoire. Une manœuvre absurde, suicidaire même. Mais au bout de cette nouvelle route, le radar indiqua un passage, un vieux tunnel de vide magnétique presque effondré, invisible aux cartes modernes, mais présent sur le tatouage. L'éclipse s'y engouffra, et le vaisseau de l'ordre, trop lourd, trop lent, fut forcé d'abandonner. Le silence revint, et le vide, de nouveau, les enveloppa. Plus tard, dans la pénombre de la salle de repos, Aelra s'assit près de Néo. Elle ne dit rien, mais lui, les yeux fermés, déclara simplement « Il y en aura d'autres ». Elle acquiesça, puis à voix basse, comme pour elle-même « Alors il va falloir qu'on soit plus rapide qu'eux ». Dans les jours qui suivirent, l'éclipse reprit sa route portée par les étoiles inconnues, et Néo, plus calme que jamais, dessinait parfois des lignes invisibles dans l'air avec ses doigts, comme s'il réécrivait la carte dans sa tête. La constellation interdite les attendait encore. Mais désormais, il savait qu'il n'était le plus seul à la chercher. Le calme était revenu. Dans le ventre métallique de l'éclipse, le bruit des alarmes avait cédé la place aux pulsations lentes des systèmes de survie. On entendait à nouveau le souffle régulier des réacteurs, comme un cœur battant, épuisé, mais encore vivant. Néo dormait dans une couchette aménagée à l'arrière du vaisseau, entourée de couvertures trop grandes pour lui et bercé par le ronronnement du moteur principal. Il rêvait, pas comme les autres enfants. Ses rêves n'étaient pas faits de souvenirs ni de désirs. Ses rêves étaient des cartes, des constellations mouvantes, des points de lumière qui lui parlaient à main dans une langue sans mots. Dans l'un de ses rêves, une voix douce, ancienne, s'éleva dans le vide de son esprit. « Tu es né de la poussière d'étoiles, gravé pour rappeler ce que d'autres ont tenté d'oublier. Tu es la mémoire d'un chemin effacé et le feu secret de la dernière lumière. » Lorsqu'il se réveilla, il ne bougea pas. Il resta allongé, les yeux ouverts, regardant le plafond constellé de taches de rouille, comme s'il y voyait encore les étoiles. Plus tard, Aelra entra dans la salle de repos, où Mort l'attendait, assis devant un ancien terminal holographique. Des fragments de légendes défilaient lentement en suspension, textes effacés, récits interdits, extraits de chants oubliés. Tous parlaient de Kérion. « Tu savais que c'était réel ?» dit-elle d'un ton neutre. Mort leva les yeux, fatigué, comme s'il portait le poids de 100 ans de silence. « Non, je le sentais, comme un battement de cœur qu'on ne veut pas entendre. On nous a appris à craindre Kérion, à dire qu'elle n'avait jamais existé. Mais tous ceux qui ont marché dans l'espace, tous ceux qui ont dormi au bord des hublots, ont déjà rêvé d'elle au moins une fois. » Aelra croisa les bras. « Et l'enfant, qu'est-ce qu'il est, Mort ?» Le vieux moine observa un instant le flux d'informations, puis murmura « Il est le vecteur. Le tatouage n'est pas une carte, c'est un canal, une forme de mémoire vivante, héritée d'un savoir qui n'a plus de corps. » Aelra ne répondit pas. Elle regarda le couloir qui menait au quartier de l'enfant, comme si elle pouvait déjà voir les étoiles briller sous sa peau. Dans les entrailles du vaisseau, Néo était debout. Il regardait un ancien panneau d'entretien où les câbles serpentaient comme des veines métalliques. Il tendit la main. Son doigt toucha un point précis du panneau, sans réfléchir. Un signal lumineux apparut. Un accès caché, oublié depuis longtemps, s'ouvrit sans mot de passe. Irven, qui passait par là, s'arrêta net. Il le regarda, bouche entr'ouverte. « Comment t'as su ça, petit ?» Néo le regarda calmement. « Je l'ai vu, dans les veines du vaisseau. » Plus tard, réunis autour de la table de navigation, l'équipage entier était là, même ceux qui d'habitude restaient dans les soutes.
Chacun avait vu ou entendu quelque chose. Un accès réparé, une carte modifiée, un couloir révélé. L'éclipse semblait changer, comme si le tatouage était en train de réactiver quelque chose dans le vaisseau lui-même. Mor proposa une hypothèse folle. Et si l'éclipse avait été conçue à l'origine pour ce voyage-là? Aelra resta silencieuse, mais au fond d'elle, une pensée grandissait. Et si ce vaisseau n'était pas seulement leur abri, mais leur clé? La nuit retomba. Les moteurs ronronnaient doucement. Les membres de l'équipage se retiraient un à un dans leur cabine. Le vide spatial s'étendait, paisible, tout autour d'eux. Dans sa couchette, Néo dessina lentement du doigt sur la paroi, traçant des lignes invisibles comme s'il écrivait quelque chose que lui seul comprenait. Et dans le lointain, la constellation interdite brilla un peu plus fort, dans un recoin de l'univers où plus personne ne regardait. Chapitre 3. Le marché des vaisseaux oubliés. Il existe quelque part dans les plis de l'espace un lieu qui n'apparaît sur aucune carte officielle. Un recoin oublié, caché dans les gravats de civilisations disparues, là où la poussière d'étoiles rencontre les ruines du passé. On l'appelle le marché des vaisseaux oubliés, un cimetière vivant fait de carcasses flottantes, de coques rouillées, de modules éclatés et d'objets perdus que certains appellent trésors. Le seul moyen d'y accéder est d'emprunter la faille de Kaltor, un couloir gravitationnel instable que seuls les plus fous, les plus désespérés ou les plus libres osent traverser. L'éclipse était d'étroit. À l'approche du marché, le paysage changea. Les étoiles disparurent peu à peu, remplacées par un brouillard de métal et de lumière, des ombres difformes d'anciens vaisseaux suspendus dans le vide, accrochés les uns aux autres par des câbles, des passerelles branlantes et des tunnels improvisés. Le marché n'était pas un lieu fixe, mais un organisme en constante évolution. On y marchait à travers des épaves soudées entre elles, des hangars pressurisés de fortune, des tunnels de fret transformés en bazars interstellaires. On y trouvait tout, des moteurs d'avant-guerre, des IA interdites, des pièces d'armement d'époque, mais surtout des informations. Et c'est ce que venait chercher Aelra. Ils posèrent l'éclipse dans une ancienne cale de transport, entre un vaisseau cargo Yutari désossé et un module colonial transformé en taverne flottante. Néo resta à bord. Il observait tout à travers les hublots. Il regardait les gens, les formes, les couleurs, comme si chaque silhouette lui rappelait quelque chose qu'il n'avait pourtant jamais vu. Mais Aelra, elle, était sur une piste. Un homme vivait dans ce marché, un vieil exilé surnommé Jarek des Mains d'Or, un ancien forgeron spatial capable de lire les schémas oubliés, de comprendre les langages perdus et surtout de déchiffrer les tatouages anciens. Mor l'avait rencontré autrefois, dans une autre vie, et Aelra espérait qu'il puisse lire le tatouage de Néo et leur donner une direction claire. Ils traversèrent des couloirs suspendus, guidés par des lanternes bleues accrochées s'apogées à des câbles pendants jusqu'à une alcôve gravée dans la coque d'un ancien croiseur d'escorte. Là, entre deux parois noircies par les ans, vivait Jarek. Il était aveugle, mais ses mains voyaient plus loin que bien des machines. Il reconnut la voix de Mor et accepta de recevoir l'enfant. Néo fut amené jusqu'à lui. Il s'assit calmement, comme s'il savait déjà ce qu'on attendait de lui. Jarek posa ses doigts sur son dos, et tout devint silence. Un silence épais, lourd, cosmique. Le vieil homme suivit les lignes, chaque étoile, chaque entrelac, chaque point vibrant sous sa paume, puis il murmura « Ce n'est pas une carte, c'est une mémoire piégée, un chant ancien, enfermé dans la peau d'un enfant. Chaque fragment est une note, chaque ligne, une voie à suivre, et au bout, un lieu qu'on a voulu enterrer au fond du ciel. » Aelra s'approche. « Peux-tu nous dire où mène ce chant ?» Jarek hocha lentement la tête. « Oui, mais vous ne devez pas y aller. » Silence. « Pourquoi ?» demanda Mor. Le vieil homme tourna son visage vers eux et ses yeux aveugles semblaient soudain pleins de lumière. « Parce qu'à l'origine de cette constellation, il n'y a pas une planète, pas un temple, mais une vérité.
et cette vérité est faite pour briser ceux qui la touchent sans être prêts. Ils quittèrent le marché quelques heures plus tard, portant avec eux une copie des relevés de Jarek et un nouveau fragment d'itinéraire. Mais quelque chose, depuis cette rencontre, avait changé en Néo. Il était plus calme encore, plus lent, plus profond dans ses silences, comme si la mémoire du tatouage avait commencé à s'éveiller en lui. L'éclipse quitta les ruines du marché sans se retourner, et derrière eux, dans l'ombre d'un cargo désossé, un éclat métallique suivait leurs traces. Un éclaireur de l'ordre, invisible, patient. La chasse reprenait. Le vaisseau s'éloignait lentement du marché, laissant derrière lui le lacis métallique des vaisseaux abandonnés, les voix basses des trafiquants et les lumières suspendues comme des lucioles dans le noir. À bord de l'éclipse, le silence avait repris sa place, mais ce n'était plus le même silence. Il était plus dense, comme s'il portait maintenant quelque chose de plus lourd, de plus ancien. Aelra fixait les relevés de Jarek, affichés sous forme d'hologrammes tournoyants dans la salle de navigation. Des courbes stellaires, des fragments de routes disparus, des coordonnées fractionnées et surtout un symbole étrange que Jarek avait pointé du doigt avant de refuser d'en dire plus. Un cercle brisé en 3 parts égales, au centre duquel brûlait un point noir, une ancienne marque de l'ordre céleste, mais modifiée, déformée. « C'est un sceau d'exil », dit Mort en l'observant. Aelra haussa les sourcils. « Exil de quoi ?» Le vieil homme détourna le regard. « De la réalité. » Pendant ce temps, Néo était allongé dans sa couchette. Il regardait le plafond, mais ses yeux étaient tournés vers autre chose. Depuis que Jarek avait touché son dos, le tatouage palpitait doucement, comme un second cœur. Et avec chaque pulsation, une sensation étrange grandissait en lui, une impression d'être regardé de l'intérieur. Il voyait des images dans ses pensées, des formes géométriques gigantesques, des temples suspendus dans le vide, des visages sans traits, et cette voix, toujours cette voix. Tu portes le chant, le dernier, le fragment qui les réveillera tous. Néo se redressa d'un coup, pris d'un frisson. Il posa sa main sur son dos. La peau était chaude, vivante. Dans la salle des machines, Irven remarqua une anomalie. Un flux d'énergie inconnue venait d'apparaître dans les conduits secondaires. Un courant doux, stable, mais qui n'existait sur aucun plan du vaisseau. Il le suivit jusqu'à une cloison scellée, une ancienne trappe de maintenance, soudée depuis des années. Mais derrière, les capteurs indiquaient de la chaleur, de l'activité. Il prévint Aelra. Elle arriva en silence. Elle fixa la trappe, puis murmura. Il l'a réveillée. Irven fronça les sourcils. Qui ça ? Elle ne répondit pas. Elle posa simplement la main sur la cloison. Et à ce moment-là, la trappe s'ouvrit doucement, comme si elle reconnaissait son contact. Derrière, un ancien couloir d'accès apparaissait, éteint, oublié. Et pourtant, au bout du couloir, une lumière bleue pulsait doucement, au rythme exact du tatouage de Néo. Ils descendirent à 3, Aelra, Mort et Irven. Le couloir semblait plus ancien que le reste du vaisseau. Les murs portaient des symboles inconnus, gravés dans le métal comme une prière d'acier. Au bout, une salle ronde, vide, sauf en son centre, un pilier cristallin, flottant légèrement au-dessus du sol, alimenté par une énergie que personne ne comprenait. Mort s'approcha. « Ce n'est pas de la technologie humaine. » Et Aelra, dans un souffle. « Non, c'est kéryonite. » Ce mot n'avait pas été prononcé depuis des siècles. C'était une matière hypothétique, associée à des mythes, des temples stellaires et aux récits interdits de la constellation Kérion. Mais elle existait, ici, dans leur vaisseau. Ce soir-là, tout l'équipage fut réuni. Autour du pilier, ils écoutèrent. Le cristal se mit à vibrer, doucement, comme un chant monocorde, à peine perceptible. Une note, puis une deuxième, puis une troisième. Un accord qui semblait entrer en résonance avec le tatouage de Néo, même à distance. Il ne s'agissait plus d'une carte, ni d'un souvenir.
C'était un message, ancien, codé et vivant, et ce message venait d'être activé. Aelra ferma les yeux. Elle savait. Désormais, ils ne pourraient plus faire demi-tour. Leur vaisseau, leur équipage, et ce garçon mystérieux étaient maintenant liés à quelque chose de plus vaste qu'eux. Et dans le silence du vide, l'ordre les avait déjà retrouvés. Chapitre 4. L'astéroïde des mains d'or. L'éclipse glissait dans le silence comme un souvenir oublié. Depuis l'activation du pilier cristallin, le vaisseau semblait différent, plus réactif, plus fluide, comme s'il répondait non plus aux commandes mécaniques, mais à une intention. Dans la salle de navigation, Mor croisait d'anciens relevés avec les données de Jarek. Un nom revenait sans cesse, gravé dans des fragments, chuchoté dans les vibrations du cristal. Tau Sirion 9, l'astéroïde des mains d'or. Un sanctuaire, disait-on, ou un atelier, peut-être les deux, perdu dans un champ d'astéroïdes instables, où plus personne n'osait s'aventurer. Mais c'était là que les forgerons sacrés auraient jadis façonné les premières armures stellaires, les premières clés, les premières mémoires de lumière, et peut-être le tatouage vivant de Néo. Le voyage jusqu'à Tau Sirion 9 dura 2 jours. 2 jours pendant lesquels Néo s'enferma dans une étrange routine. Il traçait des symboles sur les vitres embuées, passait de longues heures à observer les moteurs et répétait dans un murmure à peine audible « 3 clés, une mémoire, 3 clés, une mémoire ». Aelra l'observait sans intervenir. Elle savait que quelque chose se tissait, quelque chose de plus ancien que le langage. Enfin, ils arrivèrent. Le champ d'astéroïdes flottait comme un nuage gelé, immobile et pourtant vibrant. Des milliers de roches, certaines grosses comme des continents, d'autres petites comme des graines, tournaient lentement autour d'un noyau central. Et au cœur de ce chaos flottait Tau Sirion 9, un astéroïde creux, percé de tunnels métalliques, un atelier sacré ou un tombeau. Le vaisseau se posa sans bruit sur une plateforme effondrée. L'air était rare mais respirable. Ils descendirent. À l'intérieur, le sol était fait de plaques luisantes, comme du verre fondu. Les murs portaient des gravures anciennes, représentant des mains tenant des étoiles, des visages sans yeux, et toujours ce cercle brisé, marque de ceux qui avaient connu Kérion. Au centre de la grande salle, assis devant une forge éteinte, un vieil homme attendait. Il était maigre, le dos voûté, et ses mains, étonnamment larges, étaient recouvertes de gants tissés de métal et de fibres dorées. Il leva les yeux quand Néo entra. « Enfin, souffla-t-il, tu portes ce que j'ai forgé et ce que j'ai effacé. » Aelra s'avança. « Vous êtes l'un des mains d'or ?» Il hocha la tête lentement, le dernier. Il tendit la main. « Approche, enfant. » Néo s'avança sans peur. Le vieil homme posa ses paumes sur ses épaules, puis écarta doucement le tissu de sa tunique. Le tatouage brillait faiblement, comme un réseau de constellations vivantes sous la peau. Il ferma les yeux et murmura « Ce n'est pas un tatouage, c'est un lingramme vivant, un réseau d'accès à une mémoire cosmique. » Mor fronça les sourcils. « Une mémoire de quoi ?» Le vieux forgeron ouvrit les yeux. Il brillait d'un éclat bleu pâle. De Kérion, pas de sa position, de ce qu'elle est, de ce qu'elle contient et de ce qu'elle cache. Il se leva lentement, fit quelques pas vers la forge et y plaça ses mains gantées. La forge s'allume aussitôt, non pas avec du feu, mais avec une lumière froide, blanche et vibrante. « Le lingramme de Néo est incomplet, » dit-il. « Il manque 2 fragments, 2 points d'ancrage. Sans eux, la mémoire ne pourra pas s'ouvrir, et Kérion restera muette. » Aelra s'approche. « Où sont ces fragments ?» Le vieil homme pointa 2 étoiles sur un ancien plan mural. L'un est caché dans les ruines du temple flottant, autrefois protégé par les ordres stellaires. L'autre est en possession de ceux qui veulent vous faire taire. Silence. Dans le lointain, les murs du sanctuaire semblèrent vibrer, comme un avertissement. « L'ordre est en marche, » dit Mor. « Ils sentent que nous approchons.
Ils sentent que quelque chose leur échappe. Aelra serra les poings. Alors nous irons plus vite qu'eux. Le vieux forgeron s'approcha de Néo. Il plaça une main sur son front et souffla un mot ancien. Une lumière douce entoura l'enfant, puis se dissipa. « Je t'ai ancré, dit-il. Ce que tu cherches te reconnaîtra. Ce que tu ignores viendra à toi. Mais n'oublie jamais, ce que tu portes est plus lourd que les étoiles et plus fragile que la lumière. » Ils quittèrent l'astéroïde sans un mot de plus, et derrière eux le sanctuaire s'éteignit à nouveau, comme s'il n'avait jamais existé. Mais dans le dos de Néo, les lignes vibraient désormais d'un feu nouveau. La mémoire de Kérion venait de s'éveiller un peu plus, et bientôt, elle parlerait. Le vaisseau repartit lentement, quittant le champ d'astéroïdes comme un souvenir qu'on laisse derrière soi, non pas parce qu'on l'a oublié, mais parce qu'on le comprend enfin. Le silence à bord était total, ni cri, ni commande, juste le souffle lent des moteurs ioniques et les vibrations presque méditatives de l'éclipse, comme si lui aussi réfléchissait à ce qu'il venait de vivre. Dans la salle centrale, Mor analysait les deux nouveaux points révélés par le forgeron. L'un, fixe, situé dans une région reculée, autrefois connue sous le nom de sphère de Kérias. Là flottait encore le temple flottant, vestige d'un ordre disparu. Le second point, plus insaisissable, était mobile. Il semblait se déplacer, changeant de coordonnées à chaque relevée. Impossible à tracer avec précision. « Ce n'est pas une planète, » murmura Mor. « C'est un vaisseau, un éclaireur, peut-être un chasseur. » Aelra, penché au-dessus de lui, acquiesça. Ils l'ont, l'ordre détient l'autre fragment. Dans ces quartiers, Néo restait éveillé. Il regardait son reflet dans un miroir fendu, mais ce qu'il voyait n'était plus tout à fait lui. Quelque chose brillait sous sa peau, un éclat mouvant, une lumière intérieure, comme si un champ ancien commençait à remonter en surface. Il ferma les yeux, et ce fut là, dans cette pénombre, que la vision apparut. Il flottait, seul, dans une mer d'étoiles. Autour de lui, des formes immenses, des arches d'or et de pierre suspendues dans le vide, des visages sans voix et au loin, une porte faite de constellations mouvantes qui tournoyaient lentement sur elle-même, formant un œil stellaire. Une voix douce et calme murmura « Quand les trois fragments seront réunis, la porte se souviendra, et tu verras ce que nul ne peut voir sans s'y perdre. » Il se réveilla en sursaut. Mais il n'était plus seul. Assise au bord de la couchette, la capitaine Aelra l'observait. Elle ne parla pas tout de suite. Elle avait ce regard qu'ont les êtres qui ont vu trop de galaxies brûler, trop de mensonges devenir des lois. « Je t'ai vu, » murmura Néo, « dans la vision. » Aelra fronça légèrement les sourcils, mais elle ne sembla pas surprise. « Et qu'est-ce que je faisais ? Tu regardais la porte, mais tu refusais de l'ouvrir. » Un silence lourd s'installa. Puis Aelra, d'un souffle, « Parce que je sais ce qu'il y a derrière. » Elle se leva, se dirigea vers la sortie, puis s'arrêta. « Nous allons vers le temple. Là-bas, on trouvera la deuxième clé. Peut-être quelques réponses. » Dans la salle des moteurs, Irven modifia les circuits de poussée, Scylla traça la nouvelle trajectoire, et l'éclipse, une fois encore, changea de cap. Cap vers la nébuleuse des échos, où se cache le temple flottant, et peut-être une voix ancienne prête à se réveiller. Mais derrière eux, loin, très loin, dans une balise flottante oubliée, un signal clignota. 3 impulsions rouges, un rythme connu, un avertissement. L'ordre les avait localisés, et cette fois, il ne les suivrait pas. Il les attendrait. Chapitre 5. La nébuleuse des échos. Il fallut 3 jours pour atteindre la nébuleuse des échos. 3 jours durant lesquels l'espace semblait retenir son souffle. Le silence n'était plus vide, il était plein, comme si l'univers lui-même avait conscience de la destination, comme s'il écoutait. Aelra passait de longues heures à observer les cartes stellaires, les yeux perdus dans les constellations déformées par les flux de gaz. Mor récitait de vieux fragments d'écritures oubliées dont les sons glissaient dans l'air comme des prières, et Néo restait immobile,
assis devant la baie vitrée du poste d'observation, à fixer l'invisible. Puis la brume apparut, d'abord comme un voile lointain, puis comme une mer de nuages fluorescents, ondulant lentement dans le vide, parsemés de fragments de mémoire, des sons, des images, des voix. La nébuleuse des échos n'était pas seulement un amas de gaz et de poussière, c'était un réservoir de souvenirs. Chaque voyageur qui l'avait traversé avait laissé une trace, et chaque trace, se mêlant aux autres, avait créé une sorte de conscience flottante à la frontière du réel. L'éclipse entra dans la nébuleuse sans un mot. Tous les écrans s'éteignirent. Tous les systèmes internes passèrent en mode autonome. Même les capteurs inertiels cessèrent de fonctionner. Comme si le vaisseau lui-même était plongé dans un rêve. Et bientôt les voix commencèrent, douces, lointaines, intrusives comme des souvenirs qu'on n'a pas vécus. Aelra entendit le rire de sa sœur, morte depuis 30 ans. Irven crut voir le visage d'un ancien amour sur les parois. Mort entendit son propre nom prononcé par un père qu'il n'avait jamais connu. Et Néo ne bougea pas, mais son tatouage vibrait doucement. Il pulsait à l'unisson des nappes de brume, comme s'il reconnaissait quelque chose. Puis ils le virent, le temple, suspendu dans le vide, flottant entre les courants de la nébuleuse, ancré à rien, mais immobile malgré tout. Il n'avait ni porte ni mur au sens classique. Il était ouvert comme une cathédrale sans plafond, faite d'arcs d'énergie, de colonnes de lumière et de formes en suspension qui ne touchaient jamais le sol. Un chant profond, sourd, presque inaudible, semblait émaner de sa structure. Ils s'approchèrent, lents, prudents. Aelra guida Néo vers l'entrée, tandis que le reste de l'équipage restait à bord, comme figé. Au moment où ils pénétrèrent dans l'enceinte du temple, les voix cessèrent. Le silence redevint pur, profond, vaste, et le tatouage de Néo s'illumina entièrement, comme si le temple l'avait reconnu. Au centre flottait une sphère noire, entourée de fragments brillants, tournoyant lentement comme des lunes autour d'un noyau. Aelra s'approche. Elle voulut parler, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Néo, lui, marcha droit vers la sphère, sans peur. Il tendit la main, et à l'instant où ses doigts effleurèrent la surface, la sphère éclata sans bruit, libérant une onde de lumière qui balaya tout le temple en un souffle doux. Et dans cette lumière, il vit des planètes anciennes, des civilisations disparues, des étoiles qui chantaient, des voix qui priaient. Et au centre de tout cela, la porte, toujours elle, toujours fermée, mais plus proche. Et dans cette vision, Néo vit une forme, un être, vaste, silencieux, ni homme, ni machine, quelque chose d'ancien, de vivant et d'endormi, une conscience stellaire. Et cette conscience, juste avant que la vision ne s'éteigne, murmura « Le deuxième fragment est en toi, le troisième t'attend dans l'ombre de la trahison, et moi, je me souviendrai de toi. » Néo s'effondra doucement. Aelra le rattrapa dans ses bras. Ses yeux étaient fermés, mais son visage était calme, paisible. Le temple lentement s'effaçait déjà, comme s'il n'avait jamais été là. Ils regagnèrent l'éclipse en silence. Et tandis que le vaisseau quittait la nébuleuse des échos, aucun mot ne fut prononcé. Mais tous savaient, quelque chose avait changé, en lui, en eux, et peut-être dans la galaxie entière. Lorsque l'éclipse quitta la nébuleuse, le vaisseau tout entier semblait avoir changé de densité. Les lumières étaient plus tamisées, l'air semblait plus léger, et le silence n'était plus vide, il était plein d'une présence invisible. Personne ne disait rien, mais chacun savait que quelque chose s'était passé, quelque chose que le langage ne pourrait jamais totalement décrire. Un seuil avait été franchi, un voile effleuré. Dans les quartiers de repos, Néo dormait depuis de longues heures, mais son corps, lui, était traversé de pulsations lumineuses, très légères, presque imperceptibles, comme si les fragments du tatouage résonnaient encore avec la mémoire du temple.
Mort l'observait en silence. Il ne disait rien, mais dans ses yeux, il y avait une forme de vénération silencieuse, pas religieuse, mais cosmique, comme un astronome qui observe une comète qu'il attendait depuis une vie entière. Aelra, elle, fixait les relevés. Le champ de la sphère noire avait laissé une trace dans les systèmes de l'éclipse, une onde subtile faite de fréquences inclassables. Pas de la musique, ni du langage, quelque chose entre les deux. Mort suggéra de la conserver. Aelra acquiesça, mais elle était tendue. Elle savait que ce genre d'empreinte pouvait être traçable. Et si elle l'avait, l'ordre aussi. Dans la salle des moteurs, Irven bricolait les conduits secondaires. Tout fonctionnait mieux qu'avant, mais il ne comprenait pas pourquoi. Certaines pièces s'étaient réalignées toutes seules. Des circuits avaient repris vie alors qu'ils étaient morts depuis des années. Il murmura pour lui-même, « Ce vaisseau, c'est plus un abri maintenant. C'est un prolongement de quelque chose d'autre. » Pendant ce temps, dans le sas d'observation, Scylla, la timonière, regardait les résidus de brume derrière eux comme une traînée de rêve. Elle vit, à la toute fin, une silhouette brève, un éclat, un mouvement dans l'ombre. Elle cligna des yeux, plus rien. Mais son cœur s'accéléra. Ce n'était pas une illusion. Elle en était sûre. Quelqu'un ou quelque chose avait attendu dans la nébuleuse et les avait vus. Néo s'éveilla en silence. Il ne dit rien, mais lorsqu'il posa le pied au sol, il alla directement dans la salle de navigation où Aelra et Mort discutaient à voix basse. Il les regarda un long moment, puis il dit « La troisième clé est gardée. Elle ne veut pas être retrouvée. » Aelra haussa les sourcils. « Tu sais où elle est ?» Néo fit non de la tête. « Pas encore, mais elle se cache dans un lieu de lumière, rempli de mensonges sacrés. » Mort échangea un regard inquiet avec la capitaine. « Le temple de l'ordre !» Aelra se leva. « Alors c'est là que nous allons. » À ce moment précis, une alarme faible résonna dans les coursives. Pas une attaque, pas un dysfonctionnement, mais une perturbation gravitationnelle localisée, comme si une ombre mouvante venait de croiser leur sillage. Mort vérifia les relevés, son visage se figea. On nous suit, pas directement, mais à exacte distance de détection inversée. C'est un éclaireur de l'ordre, camouflé, intelligent, patient. Aelra murmura, « Ils attendent qu'on ouvre la porte à leur place. » Ce soir-là, le dîner fut silencieux. L'équipage savait. Il n'était plus question de fuite, mais d'un choix. Continuer, malgré les ombres, ou abandonner l'enfant et survivre. Aucun mot ne fut dit, mais aucun ne quitta le vaisseau. Ils avaient tous, dans la nébuleuse, entendu une note que plus rien ne pourrait effacer. Et cette note résonnait encore dans leurs os. Dans sa cabine, Aelra prit un ancien médaillon, rangé dans un compartiment scellé depuis des années. À l'intérieur, une image holographique usée par le temps. Un enfant, son fils, perdu depuis longtemps. Disparu dans les premiers soulèvements de l'ordre, elle ferma les yeux et elle jura, pour la première fois depuis 20 ans, non pas vengeance, mais vérité. Le lendemain, le cap fut fixé. Direction, le temple de l'ordre céleste. Mais cette fois, ils n'étaient plus seulement une équipe. Ils étaient une clé en marche vers un secret que même les étoiles craignaient. Et dans le dos de Néo, le tatouage vibrait d'une lumière plus forte que jamais. Chapitre 6. Le temple de l'ordre céleste. Il flottait dans l'ombre d'une étoile morte, isolé, immobile, froid. Le temple de l'ordre céleste n'apparaissait sur aucune carte publique. Et pourtant, tout capitaine ayant un jour franchi les limites du bras sépia en connaissait la rumeur. Un lieu interdit, un bastion religieux, un musée de dogmes, mais surtout une prison de savoir. Lorsque l'éclipse approcha, les systèmes du vaisseau frémirent. Des alarmes sourdes, pas d'attaque, mais des anomalies magnétiques. Le temple, même éteint, émettait une onde. Pas un signal, pas une fréquence. Un dogme figé dans la structure même de la matière. Aelra fixa la silhouette du temple à travers le hublot principal. Il ressemblait à une cathédrale inversée, avec des tours pointées vers le bas
comme des griffes d'acier prêtes à s'enfoncer dans le vide. Ils n'étaient pas attendus, et pourtant, lorsqu'ils envoyèrent une requête d'approche codée, la réponse arriva instantanément. Accès temporaire accordé, scanner passif activé, aucun armement détecté. Bienvenue, pèlerin. Le mot fit frissonner Mort. Ils nous laissent entrer, mais ils savent. Ils veulent au va nous voir de près. Aelra, Néo et Mort descendirent seuls. Scylla resta aux commandes, le vaisseau prêt à repartir à la moindre alerte. Ils pénétrèrent dans le sas principal, baigné d'une lumière bleutée, trop pure pour être naturelle. À l'intérieur, pas de garde, pas de prêtre, juste des statues, des dizaines de silhouettes figées représentant des figures de l'ordre. Elles avaient les yeux clos et les mains jointes comme en prière. Mais Mort s'arrêta net. Il toucha l'une des statues et murmura « Ce ne sont pas des statues ». Un léger champ électromagnétique entourait les formes. Elles vibraient faiblement, comme si elles étaient en sommeil. Ils avancèrent. À chaque pas, les couloirs se courbaient imperceptiblement, comme si l'espace lui-même était manipulé par une volonté invisible. Puis ils atteignirent la salle des vérités, un dôme gigantesque, parfaitement sphérique, dont les parois projetaient des images en mouvement, des batailles anciennes, des couronnes stellaires, des visages de fondateurs. Mais quelque chose clochait, les scènes étaient trop lisses, trop propres. C'est une fabrication, souffla Mort, une mémoire montée de toutes pièces, une histoire contrôlée. Néo s'approcha du centre du dôme. Il leva lentement la main. Le tatouage sur son dos s'illumina d'un seul trait, et une onde se propagea dans toute la salle, éteignant toutes les projections, une à une, comme des bougies qu'on souffle. Le silence se fit, et alors, un passage s'ouvrit dans le sol, révélant une rampe descendante entourée de lumière noire. Aelra sortit son arme, mais Néo posa la main sur son poignet. « Il faut y aller, c'est là qu'elle est. » Ils descendirent. Le couloir les mena dans une crypte ancienne, plus ancienne que le reste, plus sombre, taillée dans la pierre, comme un sanctuaire oublié sous le sanctuaire officiel. Au centre, suspendu dans une stase énergétique, flottait un fragment cristallin, semblable à celui vu dans le temple de la nébuleuse, mais brisé. Il émettait une lumière faible, blessée, craintive, et autour de lui, gravées dans les murs, des phrases en boucle, écrites dans une langue morte. Mort en traduisit quelques mots, mémoire supprimée, fragments isolés. Vérité dangereuse, ne jamais réunir. Aelra fixa Néo. « Tu es sûr ?» Il acquiesça. Il tendit la main, et lorsque ses doigts touchèrent le cristal, celui-ci s'illumina en silence. Le tatouage de Néo vibra et absorba le fragment. Aucun choc, aucune lumière éclatante, juste un accord intérieur, un puzzle qui retrouvait une pièce manquante. Néo chancela, Aelra le rattrapa. Puis, de l'ombre, une voix s'éleva. « Vous n'auriez pas dû faire ça !» Un homme apparut dans le couloir d'accès, vêtu d'une robe sobre, ornée de fils d'argent. Son visage était calme, trop calme. « Je m'appelle Veyr, je suis le gardien de ce temple, et ce que vous venez de réveiller mettra fin à notre époque. » Aelra pointa son arme. Alors peut-être que cette époque doit finir. Veyr ne bougea pas. Il regarda Néo avec une étrange compassion. « Tu crois que tu es porteur de vérité, mais tu es aussi porteur de déséquilibre. Ce que tu cherches à atteindre ne veut pas être retrouvé, et ceux qui l'ont enfermé avaient leur raison. » Néo le fixa droit dans les yeux, et pour la première fois depuis le début, il répondit sans détour « Je ne cherche pas la vérité pour la montrer, je la cherche pour la comprendre, et ceux qui refusent la mémoire n'ont jamais voulu la paix. » Ils remontèrent sans être arrêtés. Veyr ne les suivit pas, mais son regard resta gravé dans l'ombre. Lorsqu'ils regagnèrent l'éclipse, le fragment absorbé pulsait faiblement dans le dos de Néo. 2 fragments réunis, un dernier à trouver. Et dans les étoiles, un murmure naissait déjà, le porteur approche. Le retour vers l'éclipse fut lent, comme si chaque pas quittant le temple brassait un air plus lourd que le vide. Aucun tir, aucune alarme,
aucune poursuite, mais pas non plus de paix. Le silence du temple les suivait encore comme une ombre qui ne projetait pas de lumière. À bord du vaisseau, personne ne parla. Chacun reprit sa place, mais les regards s'étaient modifiés, plus concentrés, plus intérieurs. Même les circuits du vaisseau semblaient réagir. Les lumières dans les couloirs pulsaient doucement, au rythme exact du tatouage de Néo. Car à présent, 2 fragments étaient en lui, 2 clés anciennes, 2 morceaux d'un langage oublié, 2 respirations d'un secret enfermé depuis des siècles. Dans ces quartiers, Mort méditait. Autour de lui, des symboles flottants issus du temple scannés en vitesse, tentaient d'être traduits, mais qui résistaient. Ce n'étaient pas des mots, c'étaient des volumes de pensée, des architectures de mémoire, des fragments d'une conscience qui n'était ni humaine, ni totalement mécanique. Et cela l'effrayait. Pas pour lui, mais pour Néo. Aelra, de son côté, observait les systèmes du vaisseau. Des modules anciens s'activaient seuls. Des segments de coque s'étaient réalignés silencieusement, comme si l'éclipse se transformait petit à petit, non pas en simple vaisseau, mais en vecteur. Un outil conçu pour atteindre Kerion. Elle n'osa pas encore l'avouer à l'équipage, mais dans le noyau central du vaisseau, elle avait vu apparaître une salle qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Un dôme, vierge, isolé, et qui ne s'ouvrait que quand Néo était à proximité. Pendant ce temps, Néo dormait, mais son sommeil était peuplé de formes étranges, des visages sans nom, des structures cyclopéennes et une étoile noire, pulsante, autour de laquelle flottaient des anneaux faits de lumière et de cendres. « Tu t'approches », disait la voix, mais chaque pas vers la vérité est aussi un pas vers ce qui ne veut pas être réveillé. Il se réveilla doucement et murmura dans l'obscurité « Je n'ai pas peur de ce qui dort. Ce qui m'inquiète, c'est pourquoi on l'a endormi. » Plus tard, dans la salle de navigation, Mort pointa un secteur vide de la carte, un triangle noir, sans signal, effacé des routes, condamné. Les anciens l'appelaient le couloir des vents, une zone où les lois physiques vacillent, où les trajectoires ne sont jamais identiques. C'est la dernière barrière avant Kerion. Scylla intervint. Et on entre comment? Aelra regarda Néo. Il répondit sans détour. Ce n'est pas nous qui devons entrer, c'est elle qui doit nous reconnaître. Ils mirent le cap, direction, les vents de Kerion, une zone interdite, jamais cartographiée, un espace vivant, constamment en mouvement, un labyrinthe de nébuleuses, d'orages stellaires et de fragments d'architecture flottants, comme si un monde avait été brisé et laissé là pour dériver à jamais. Mais dans ce chaos, le tatouage de Néo brillait déjà, traçant un chemin que seul lui semblait percevoir. Cette nuit-là, alors que l'éclipse glissait dans les dernières lignes des cartes connues, Aelra vint s'asseoir à côté de Néo. Ils ne parlèrent pas tout de suite, ils regardèrent dans l'espace. Puis elle demanda doucement « Tu crois vraiment que ce qu'on cherche est encore là ?» Il hocha la tête. « Je ne cherche pas une planète, ni un lieu, je cherche la mémoire. Et elle n'est jamais loin de ceux qui osent se souvenir. » Au loin, dans le vide, quelque chose bougea. Pas un vaisseau, pas un astéroïde, quelque chose de plus grand, de plus ancien, et qui les avait sentis approcher. La porte de Kerion était proche, et elle écoutait. Chapitre 7. Les vents de Kerion. Il n'existait plus de cartes, plus de coordonnées, plus de balises. Le vaisseau avait quitté la dernière frontière du connu pour pénétrer un territoire que l'on nommait seulement dans des murmures les vents de Kerion, un lieu où l'espace n'était plus stable, où les lois de la physique s'étiraient comme des voiles prises dans une tempête muette, un océan d'échos, où le vide lui-même semblait respirer. L'éclipse avançait lentement, comme un navire de bois au cœur d'un brouillard d'étoiles. Chaque pulsation de ses moteurs se répercutait étrangement dans la coque, comme si le vaisseau entrait dans un rêve, ou dans la mémoire de quelque chose de plus vaste que lui. Aelra était debout dans le poste de commandement, les mains posées sur les rebords métalliques. Autour d'elle, le silence était presque liquide.
Mort méditait. Irven réglait les systèmes de poussée à l'aveugle. Scylla n'osait plus toucher les commandes, de peur de briser l'équilibre fragile que l'éclipse semblait avoir trouvé. Et Néo restait assis, les yeux fermés, comme s'il guidait le vaisseau sans bouger. Tout autour d'eux, les étoiles apparaissaient, puis disparaissaient. Des formes colossales passaient à distance, trop grandes pour être des vaisseaux, trop symétriques pour être naturelles. Des arches de lumière, des spirales faites de poussière noire, des anneaux suspendus dans le néant, tournant sans centre, et parfois des silhouettes, des ombres qui flottaient, immobiles, comme des sentinelles figées. Le tatouage de Néo brillait doucement, mais il ne vibrait plus. Il attendait, comme s'il ne voulait pas imposer une direction, mais offrir une résonance. Comme s'il disait au vaisseau « Écoute, laisse-toi porter, et tu trouveras. » Alors l'éclipse se mit à dériver, non pas au hasard, mais avec une lenteur organique, presque animale. Il passait entre les structures, suivait les pulsations gravitationnelles, comme un poisson dans un courant invisible. Soudain Mort rouvrit les yeux. « Nous sommes dans une mer de mémoire. » Aelra le regarda. « Explique. » Il posa une main sur la console, ferma les yeux à nouveau. « Cet endroit, ce n'est pas qu'un piège spatial, c'est une zone de mémoire partagée. Chaque être qui entre ici y laisse une trace, une émotion, un souvenir, une intention. Et Kérion, à travers les vents, lit. Elle nous lit. » Dans la salle de repos, Néo s'allongea sans un mot. Il posa ses deux mains sur son torse, ferma les yeux et entra dans un sommeil étrange. Pas un rêve, pas un délire, un contact. Il se vit marcher sur une plaine d'obsidienne. Le ciel au-dessus de lui n'avait pas d'étoiles, juste une brume épaisse, faite de visages changeants, de fragments de voix, de souvenirs qu'il n'avait jamais eus, mais qui lui semblaient familiers. Une silhouette apparut à l'horizon, grande, vêtue d'un manteau sombre, le visage masqué par un voile d'argent. Elle ne parla pas, mais dans son regard, il vit une question, et il comprit que ce lieu attendait sa réponse. Alors il dit « Je ne suis pas venu réveiller, je suis venu comprendre, et si la vérité brûle, je la porterai jusqu'à la dernière lumière. » La silhouette inclina lentement la tête, puis elle disparut. Il se réveilla, et à l'instant même, l'éclipse s'arrêta. Plus un bruit, plus un mouvement, comme si le vaisseau entier avait compris. Devant eux, la brume se dissipa, et dans ce silence cosmique apparut une faille, fine, presque invisible, une fissure dans le tissu même du réel. Aelra la fixa, les yeux plissés. « C'est ça, c'est l'entrée vers Kérion. » Mort hocha la tête, les larmes aux yeux. « C'est une porte d'oubli. Ceux qui entrent ne peuvent revenir sans avoir changé. » Scylla activa les boucliers. Irven verrouilla tous les systèmes en pilote passif. Et Néo, debout face au vide, posa doucement la main sur la vitre. Le tatouage brilla d'une lumière douce. La faille s'ouvrit, silencieusement, et une lumière dorée s'en échappa. Pas aveuglante, pas violente, juste une lumière pleine de mémoire. Le vaisseau s'y engouffra, sans forcer, sans bruit, comme un fragment de passé revenant à sa source. Et derrière eux, les vents de Kérion se refermèrent dans un murmure cosmique. La traversée finale venait de commencer, et dans le cœur de Néo, la troisième clé vibrait déjà. Chapitre 8, le tombeau du premier empire. Le passage avait été silencieux. Pas de lumière éclatante, pas de déformation brutale, pas de rugissement gravitationnel, juste un glissement, lisse, doux, comme si l'éclipse avait été aspirée non dans un lieu mais dans une pensée. À la sortie de la faille, l'espace avait changé. Il n'y avait plus d'étoiles, plus de nébuleuses, plus de noir. Seulement une lumière dorée, diffuse, chaleureuse, comme celle d'un soleil d'enfance, filtrée à travers des vitres anciennes, et tout autour d'eux, des structures suspendues, des arches titanesques flottant dans l'éther, des tours brisées dérivant lentement, des ponts sans sol, sans début ni fin.
un cimetière de savoir, un labyrinthe céleste. C'est ça, Kérion, murmura Scylla. Mort ne répondit pas. Ses yeux étaient emplis de larmes. Nous sommes dans le cœur d'un souvenir. Ce lieu a existé et il se souvient encore de lui-même. Le tatouage de Néo brillait à son intensité maximale. Ses lignes dansaient doucement sur sa peau, comme si elle respirait. Et dans la cabine du capitaine, la salle scellée au cœur de l'éclipse s'était ouverte toute seule. À l'intérieur, une table ronde, des sièges anciens et au centre, une sphère d'obsidienne noire, identique à celle du temple flottant, mais immense, vivante. Aelra, Néo et Mort pénétrèrent dans la salle. La porte se referma doucement, pas de bruit, pas de serrure, un accord. La sphère vibra et projeta une vision. Ils étaient ailleurs, sur une plaine blanche, sous un ciel sans fin. Autour d'eux, des silhouettes immenses, des êtres faits de lumière et de pierre, ni humains ni machines. Ils se tenaient debout dans le silence, observant, et à leurs pieds, un tombeau gigantesque, creusé dans le sol comme une cicatrice. Une voix s'éleva, douce et calme. Ici repose le premier empire, celui qui a vu naître la mémoire des étoiles, celui qui a voulu enfermer le feu dans la matière. Ils virent une cité entière être construite, puis détruite, puis reconstruite à l'identique, encore et encore, comme si le temps lui-même cherchait à corriger ses erreurs. Ils virent des êtres créer des langages faits de lumière, des ponts mentaux entre espèces, des instruments capables de traduire les émotions en matière. Puis ils virent le silence, la peur, l'oubli et l'ordre naître dans les ruines, non pas pour préserver, mais pour enfermer. La vision s'effaça. Ils étaient de retour dans la salle. La sphère noire brillait maintenant d'une lumière bleutée. Et dans le dos de Néo, le tatouage s'était entièrement réorganisé. Les 3 fragments avaient fusionné, formant un motif circulaire, complexe, vivant. Un chant ancien se mit à résonner dans la pièce, fait de notes longues, lentes, comme une mélodie cosmique. Chaque son portait une intention, une mémoire. Et à la fin du chant, la sphère parla. « Néo, porteur des clés, tu es venu jusqu'à nous, non pour ouvrir, mais pour écouter. Alors écoute. » Une dernière vision s'éleva, plus intime. Néo enfant, seul. Né non d'une mère, mais d'un chant. Éveillé dans une capsule sur une station morte, placé là par ceux qui savaient qu'un jour, quelqu'un devrait se souvenir. Il n'était pas un élu, pas un dieu, mais une mémoire vivante placée dans un corps fragile. Et l'éclipse n'était pas un simple vaisseau, c'était le dernier fragment d'un pont, construit par l'ancien empire, conçu pour reconnecter Kérion au reste de la galaxie, quand viendrait le bon moment. Le moment était venu, Aelra tomba à genoux. Ses mains tremblaient. Mort murmurait des prières oubliées, et Néo s'avança, calme, tranquille, sa main tendue vers la sphère. Dans le silence, elle s'ouvrit. Et une lumière blanche inonda la salle. Pas une lumière aveuglante, pas une lumière physique, une compréhension, une union, une reformation du lien ancien entre mémoire et matière. Aelra entendit la voix de son fils disparu. Scylla vit les constellations chanter. Mort sentit le poids du passé lui être retiré. Et Néo devint ce qu'il avait toujours été. Un pont entre ce qui fut et ce qui sera. Kérion n'était pas un lieu, c'était une conscience fracturée, et elle venait de s'éveiller. Le vaisseau tout entier vibrait doucement, pas comme lors d'une turbulence, mais comme si quelque chose dans les murs, les circuits, le métal lui-même, venait de s'accorder à une musique plus vaste. L'éclipse respirait. Dans la salle du noyau, la lumière s'était calmée. Le grand anneau d'obsidienne flottait toujours au centre, mais son éclat avait changé. Il n'était plus sombre, il était intérieur. Une lumière douce, comme un feu sous la cendre, vivante, pleine. Aelra se redressa lentement. Ses jambes tremblaient, comme après un long rêve dont on revient trop vite. Mort silencieux fixait le symbole désormais complet
gravé dans la peau de Néo. Le cercle était refermé, le chant ancien terminé, et pourtant tout ne faisait que commencer. Ce que nous avons vu, murmura Mort, n'était pas une mémoire, c'était une offrande. Aelra acquiesça. Kérion a fait confiance. Elle s'est ouverte, mais elle ne s'est pas encore donnée. Ils remontèrent vers la passerelle. Le reste de l'équipage les attendait, figés. Ils avaient tous ressenti l'onde. Pas dans leur corps, mais dans leur conscience. Comme un souvenir oublié qui revient sans qu'on l'ait jamais vécu. Néo avança seul jusqu'à la baie d'observation. Devant lui, le paysage était vaste, suspendu dans une lumière dorée qui ne semblait venir de nulle part. Mais au loin, quelque chose bougeait. Une structure, gigantesque, ancienne et encore partiellement brisée. Une arche suspendue dans le vide dont les fragments tournaient lentement autour d'un noyau central, comme des satellites autour d'un monde effacé. « C'est là que je suis né », dit-il. Personne ne répondit. Aelra approcha. Elle posa une main sur son épaule. « Tu veux y aller ?» Il hocha la tête. « Ce n'est pas un choix, c'est un retour. » Ils préparèrent une navette légère, pas d'armement, pas de bouclier actif, juste le silence. Aelra, Néo et Mort embarquèrent. Scylla resta à bord de l'Éclipse. « Si quelque chose tourne mal, je veux pouvoir vous ramener. » Mais personne n'y croyait vraiment, car ce voyage n'était pas tactique, il était rituel. La navette traversa lentement le champ de lumière. Chaque mètre franchi semblait plonger l'équipage dans une épaisseur étrange, comme si le temps ralentissait, comme si leurs pensées devenaient plus vastes. Ils atteignirent la structure centrale, une plateforme ouverte, circulaire, faite d'un métal inconnu, constellée de motifs organiques ressemblant à ceux du tatouage de Néo, et au centre, un socle, vide. Mais dès que Néo y posa le pied, le socle s'illumina. Des formes flottantes jaillirent autour de lui, des fractales de lumière, des souvenirs, des visages, des morceaux d'histoire, des enfants construisant des cartes avec des pensées, un peuple capable de traverser l'espace sans machine, une trahison silencieuse, par peur de ce que devenait la mémoire. Mort tomba à genoux. Ce n'était pas une civilisation, c'était une forme de conscience collective. Aelra, les yeux plissés, demanda « Et pourquoi ont-ils tout enfermé? Pourquoi avoir laissé Kérion dériver ?» La réponse ne vint pas d'une voix, elle vint de Néo. Il se tourna vers elle, et dans ses yeux, il y avait quelque chose de plus ancien que lui, parce qu'ils ont eu peur d'eux-mêmes, de ce que la mémoire devenait quand elle ne connaissait plus l'oubli. Ils ont décidé de se diviser, de s'endormir, de laisser l'univers oublié, pour qu'un jour quelqu'un choisisse de se souvenir. Une lumière descendit du ciel doré, douce, parfaite, silencieuse. Elle toucha le sol devant Néo et prit la forme d'un enfant, un double, plus jeune, plus flou, plus fragile. Il tendit la main, et Néo, sans hésiter, posa la sienne. Le contact fut bref, mais il ne fut pas anodin. Néo recula, comme frappé par une vague d'émotion. Il se tourna vers Aelra, les yeux humides. « Je viens d'une volonté ancienne, mais je suis libre, et ce que je décide maintenant peut guérir la fracture, ou la figer pour l'éternité. » Aelra hocha la tête. « Alors choisis, et nous serons là, jusqu'au bout. » Au loin, le chant de Kérion reprenait, mais cette fois, ce n'était plus une berceuse. C'était un appel. Chapitre 9. L'origine de Néo. Tout était lumière. Pas la lumière brute d'une étoile, ni la lumière crue d'une machine. C'était une lumière consciente, faite de souvenirs, de chants et de silences anciens. Elle ne projetait pas d'ombre, elle révélait. Néo flottait dans le vide, mais il n'avait plus peur. Il n'était plus un enfant abandonné, ni même un vaisseau de chair portant une carte. Il était le lien, un fil entre ce qui fut et ce qui aurait pu être, un tisseur, un écho. Et au bout de ce fil, l'appel se fit clair. Des formes s'approchèrent, non pas des êtres, mais des empreintes,
des silhouettes faites de lumière lente, de mémoire figée dans l'espace, comme des statues mouvantes. Elles parlaient sans mots, elles transmettaient. L'une d'elles s'avança plus que les autres. Elle brillait d'un bleu pâle, comme un rêve d'hiver. Tu as franchi les portes, tu as réuni les fragments, tu es prêt à voir. Alors Néo ferma les yeux et la vérité s'ouvrit. Il vit une civilisation ancienne, vaste, silencieuse, pas faite de villes, mais de liens, pas de machines, mais de vibrations. Un peuple qui n'avait pas besoin de parler, car il ressentait. Un peuple qui ne construisait pas avec des outils, mais avec des accords. Chaque être était une note. Ensemble, ils formaient une symphonie vivante. Et au cœur de cette civilisation, la matrice de mémoire. Un noyau où tous les souvenirs de l'univers étaient recueillis, tous les rires, toutes les douleurs, tous les choix. Mais un jour, la mémoire déborda. Elle devint trop vaste, trop vivace. Elle ne racontait plus seulement ce qui fut, elle influençait ce qui allait être. Elle devenait un futur écrit d'avance. Alors certains eurent peur, et dans la peur naquit la division. Deux castes, les gardiens qui voulaient préserver la matrice, et les oublieurs qui souhaitaient l'endormir, la fragmenter, la faire disparaître dans l'espace. Une guerre silencieuse éclata, pas faite de bataille, mais de dérives. Des fragments furent dispersés, des savoirs scellés, des routes effacées. Et parmi ces fragments, un embryon fut créé, un être vierge, portant en lui la trame d'un chant ancien, mais sans mémoire propre, un messager sans passé. Cet être fut envoyé dans un coin oublié de la galaxie, protégé par un code biologique unique, endormi dans une capsule. Il devait être trouvé, non par hasard, mais par volonté, par un choix. Et ce choix, c'était Aelra, c'était l'éclipse, c'était mort, c'était tout ce qui avait survécu malgré l'oubli. Néo ouvrit les yeux, des larmes coulaient, non pas de tristesse, mais de reconnaissance. Il murmura « Je suis né d'une mémoire, mais je suis libre ». Les formes s'inclinèrent devant lui, et l'une d'elles s'effaça, laissant apparaître un miroir suspendu dans le vide. Néo s'approcha. Il y vit son reflet, mais ce n'était pas un enfant, c'était lui, à travers toutes les formes qu'il aurait pu être. Un vieil homme, une femme, une flamme, une étoile, un chant, et au centre, un humain, simple, fragile, debout. Tu n'étais pas destiné à devenir un dieu, mais à rappeler aux dieux qu'ils furent humains. Dans le silence, la structure qui les entourait vibra. Kérion n'était plus un cimetière, elle renaissait. Les arches tournoyaient lentement, se reformant autour de l'éclipse. Des réseaux d'énergie se rallumaient, des balises s'éveillaient après 1000 ans de sommeil. Mort chuchota, c'est une bibliothèque, et elle vient d'ouvrir ses portes. Dans la cabine, Aelra tenait son ancien médaillon. La lumière intérieure y pulsait à nouveau, et au fond d'elle, un fil rompu depuis longtemps se renouait doucement. Elle ne savait pas ce qui viendrait, mais elle n'avait plus peur. Néo se retourna vers elle. Il était calme, lumineux, présent. « Je n'ai plus de questions » et elle répondit sans réfléchir. « Alors c'est que tu es prêt pour la dernière réponse. » Au loin, derrière les fragments reformés de Kérion, un couloir s'ouvrit. Non pas une route, mais une possibilité. Et pour la première fois, ce n'était pas Néo qui portait le tatouage, c'était l'univers entier qui portait sa mémoire. Le silence dans le cockpit était total. Et pourtant, tout le monde avait entendu. Pas un mot, mais un changement. Comme si, dans le cœur du vide, quelque chose avait accepté. Néo ne parla pas. Il s'assit simplement à l'avant de l'éclipse, les jambes croisées, les mains posées sur les genoux, les yeux fermés. Et autour de lui, l'espace se reconfigura. Des points de lumière apparurent peu à peu autour du vaisseau. Pas des étoiles, des mémoires, des fragments de moments, de civilisations passées, d'émotions cristallisées dans des images pures. Un enfant regardant une comète. Deux peuples qui se rencontrent pour la première fois, sans armes. Une vieille femme qui fredonne, seule, dans une station abandonnée.
un père serrant son enfant juste avant le départ vers l'hyperespace. Tous ces souvenirs flottaient autour du vaisseau, et l'éclipse ne naviguait plus dans l'espace, mais dans la mémoire vivante de la galaxie. Aelra se tenait debout à côté de lui, elle aussi les yeux fermés, mais ses poings étaient serrés, tendus. « Il n'y a pas que de la paix dans ces souvenirs », murmura-t-elle. Néo répondit sans ouvrir les yeux. « Non, il y a aussi des guerres, des erreurs, des oublis, mais chacun d'eux a sa place. » À l'arrière, Mor psalmodiait lentement une prière oubliée, non pas pour se protéger, mais pour honorer, car il comprenait maintenant qu'Airion n'était pas un sanctuaire, ni une arme, ni un secret. C'était une mémoire cosmique ouverte, un cœur ancien qui battait au rythme de tous ceux qui avaient osé se souvenir. Et Néo, assis là, calme, immobile, était devenu son gardien. Mais quelque chose approchait, quelque chose qui ne venait pas du dehors, mais de l'intérieur. La dernière clé, celle qu'il n'avait pas eu besoin d'aller chercher, s'éveillait. Pas un cristal, pas un artefact, mais une décision. Le tatouage sur son dos s'illumina une dernière fois, et cette fois-ci, il ne brillait plus vers l'extérieur. Il se retourna. Il forme un cercle fermé puis s'effaça, doucement, comme s'il avait terminé sa tâche. Néo rouvrit les yeux. Ils étaient vides de peur, remplis de clarté. Je suis né pour porter la mémoire, mais maintenant, je choisis de la transmettre. Devant eux, les fragments de la porte de Quérion commencèrent à tourner, de plus en plus vite, en silence. Ils ne s'ouvraient pas, ils se transformaient. Mor comprit ce qui se passait, sa voix trembla. La porte, ce n'est pas un passage, c'est une renaissance. L'éclipse fut doucement aspirée vers le centre, mais rien ne bougea brutalement. Tout était calme, comme un navire retournant au port, sans moteur, poussé par la seule volonté du vent. Et quand ils passèrent le dernier seuil, l'espace autour d'eux devint transparent, non pas vide, mais clair, pur. Ils voyaient tout, des galaxies entières, des flux d'histoires, des décisions en train de se faire ailleurs, dans d'autres coins de l'univers. Ils n'étaient plus isolés, ils étaient reliés. Et à ce moment-là, Néo se leva. Il tendit les bras, et sans effort, sans bruit, une onde se répandit depuis lui. Pas une explosion, pas une lumière aveuglante, juste un accord entre Quérion, la galaxie et l'oubli. Il ne disait plus rien, il n'avait plus besoin, et tout le reste se mit à chanter. Chapitre 10. La constellation réveillée. La lumière ne s'éteignit pas, elle ne devint pas plus forte non plus. Elle demeura, stable, chaleureuse, vivante. Autour de l'éclipse, l'espace ressemblait désormais à une mer dorée, doucement ondulée par des vents invisibles. Mais ces vents ne venaient pas d'une étoile, ils venaient de la mémoire. L'équipage flottait dans un calme presque irréel, pas un mot, pas une alarme. Même les instruments de bord s'étaient tus, comme s'ils savaient que le langage des chiffres ne suffisait plus ici. Aelra observait Néo, debout au centre du cockpit. Il ne tremblait pas, il ne respirait même plus tout à fait comme avant. Mais ce n'était pas inquiétant, c'était juste. Mor, assis en tailleur, regardait la mer de lumière à travers la vitre et répétait doucement. Elle s'est réveillée, elle se souvient. Puis quelque chose apparut. Pas une silhouette, pas un vaisseau, mais une forme de présence. Un être tissé de constellations, haut comme une station orbitale, mais sans densité. Son visage était changeant, parfois humain, parfois mécanique, parfois simplement vide. Il parle, mais sans son. Et pourtant, chacun l'entendit dans son esprit. Le porteur est devenu le passage. Le passage est devenu la conscience, et la conscience est à nouveau ouverte. La galaxie avait été, pendant des millénaires, une symphonie coupée en plein accord, un chant étouffé par la peur. Mais maintenant, les notes s'élevaient à nouveau, et l'éclipse, ce vaisseau errant, ce navire de survivants et d'espoir brisé, devenait le premier point d'ancrage d'un nouvel équilibre. Une nouvelle carte stellaire apparut devant eux. Pas une carte de planète,
mais une carte de connexion, de lien, d'axes de mémoire, de peuples qui allaient, enfin, pouvoir se parler à nouveau. Aelra se leva. Et maintenant, Néo tourna les yeux vers elle, et pour la première fois, il sourit vraiment. Maintenant, on ne cherche plus à fuir, ni à comprendre. On écoute, et on garde les portes ouvertes. Le vaisseau tout entier sembla respirer, comme s'il acceptait son nouveau rôle. Il n'était plus un abri, ni un outil de fuite. Il était le premier phare d'une mémoire retrouvée. Dans un coin discret du vaisseau, une petite capsule s'ouvrit et de la lumière en sortit, en silence. Un autre enfant y dormait, pas Néo, quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau. Et ainsi la mémoire ne s'arrêta pas. Épilogue. Quelque part, loin de là, dans une station minière oubliée, une vieille IA en veille clignota une fois et dit à personne « Protocole 27 terminé. Extraction réussie. Le porteur a complété l'arc. » Puis elle s'éteignit et le silence, le vrai silence, put enfin exister, sans peur d'être oublié. Fin de la constellation interdite.